Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. On parlera de la boudeuse, mais surtout, vous avez écrit 2 livres sur justement votre expérience et vous êtes resté très longtemps avec les Kurdes à Kobané et ailleurs. Vous connaissez bien ce qui se passe. Et puis là, je vous ai appelé tout de suite parce que il y a eu hier des raids aériens lancés par la Turquie contre les régions kurdes de Syrie et du nord de l'Irak. Opération Griffe armée. Alors, ce que disent les Turcs et Erdogan, il y a eu cet attentat meurtrier à Istanbul contre l'ambassade américaine et les autorités turques attribuent cela au mouvement kurde du PKK. À votre avis, c'est pas ça du tout? Toutes les chancelleries savent que c'est une manipulation d'Erdogan qui, depuis le mois de mai, où il a annoncé qu'il allait attaquer pour la 4e fois les Kurdes en Syrie, cherchaient un prétexte. Toutes les chancelleries savent que c'est une manipulation, mais tout le monde se tait pour un tas de raisons. Mais ce qui est important de remarquer là, c'est que les attaques du 19 et du 20 novembre ont été des attaques d'ampleur. Une 50aine de chasseurs bombardiers turcs et une 20aine de drones sont intervenus sur la totalité des 800 km de la frontière entre la Turquie et la Syrie, sans parler du nord de l'Irak. Il y a là une violation flagrante des lois internationales, exactement comme les Russes avec l'Ukraine. Sauf que, en l'occurrence, c'est le silence absolu qui règne dans cette affaire-là, tout simplement parce qu'Erdogan s'est bien placé dans l'affaire ukrainienne comme médiateur, etc., et qu'il appartient à l'OTAN. Ce qu'il y a d'important à comprendre là, c'est que dans cette offensive aérienne et d'artillerie très importante, c'est un test, en fait, qu'Erdogan tente pour voir nos réactions avant, ce qu'il a annoncé aussi ce matin, une offensive terrestre massive. Il est question d'une offensive terrestre bien entendu. massive. Jusqu'à présent, ces derniers mois, l'aviation et les drones turcs et l'artillerie tapaient de temps en temps ici ou là pour maintenir une pression sur les Kurdes. Mais c'était ici ou là de temps en temps. Là, ça a été massif et c'est un test sur nos capacités sur 800 km. Sur 800 km, oui, quand même. Avec une 50aine de chasseurs, une 20aine de drones, de l'artillerie, etc. Il va voir ce que nous faisons. Si nous ne faisons rien, et pour l'instant nous ne faisons rien, même pas une communication pour dire mais c'est comme pour l'Ukraine, interdiction d'un pays d'en attaquer un autre. Si nous ne faisons rien, il lancera son offensive terrestre. Pour obtenir ce qu'il veut, depuis le début, non seulement une trentaine de kilomètres. Ce qu'il veut, c'est que... c'est la zone tampon de 30 km. Oui, sous prétexte qu'il est menacé. Ouais. Ça rappelle Hitler en 1939 avec la Pologne. Tout ça, c'est du classique, c'est du bien connu, c'est de la désinformation. Les Kurdes ne menacent pas les Turcs, je suis absolument désolé, c'est l'inverse, retournement complet de valeur et de situation, et surtout ce qu'il veut, c'est que l'expérience kurde, après que les Kurdes aient vaincu Daesh, notre ennemi commun à nous, et pas à Erdogan. Il faut pas oublier que ce sont les Kurdes qui ont payé de leur sang et de leur peau. La suppression territoriale pour l'instant de Daesh, c'est que ce qu'Erdogan ne veut pas, c'est que les institutions qui se mettent en place, qui s'étaient mises en place au Kurdistan syrien, démocratique, égalité homme-femme, etc., soient un exemple pour le Moyen-Orient et pour la Turquie, en fait, de modèle démocratique. Ça, c'est insupportable pour lui. Par conséquent, il faut éliminer cette expérience politique qui nous ressemble de cette région du monde. Et de surcroît, permettre enfin à ce que Daesh, ou tous les djihadistes qu'il a recyclés et mélangés avec ses propres mercenaires, qui franchement sont de sac et de corde et n'ont rien à envier à ce que font les Russes, puissent enfin occuper tout ce territoire, qu'il y ait en supplément, et ça existe depuis 2018, un nettoyage ethnique de toute la région pour remplacer les Kurdes par, évidemment, des Syriens affidés de la Turquie. Voilà les enjeux. Mais pour nous, ce qui est encore plus important, ou à tout le moins aussi important, c'est nos enjeux sécuritaires par rapport au terrorisme. Il faut quand même rappeler que pendant les 10 années qui se sont écoulées contre Daesh, qui avait quand même provoqué, organisé depuis Raqqa, depuis la Syrie, les attentats en France, bien sûr. Que cette élimination des alliés islamistes de la Turquie n'en veut pas non plus évidemment Erdogan, et il s'agit de réinstaller dans ces zones les cellules dormantes de Daesh qui sont là et qui se réveillent de plus en plus. Donc, si nous laissons faire Erdogan, même nos intérêts sécuritaires à long terme, en Europe et en France en particulier, sont à nouveau menacés. Donc, c'est notre intérêt politique de continuer à soutenir les Kurdes et notre décision morale de ne pas abandonner nos anciens frères d'armes aux loups turcs. Mais pourtant, Patrice Franceschi, depuis 2 jours, on n'entend pas grand-chose. Hein. C'est un silence plutôt assourdissant. Ce qui est terrible, c'est que, par exemple, les Allemands
Quelle est la position de l'Europe, justement? Justement, ce sont les Allemands qui, pour l'instant, pilotent le communiqué qui va sortir de la position européenne dans cette affaire-là. Et je peux vous assurer que c'est un communiqué qui donne un blanc-seing à Erdogan, qui pour l'instant c'est du genre, en fait les Turcs se défendent du terrorisme kurde, voilà, et on oublie le terrorisme islamique, comme si on a inversé les rôles, complètement. Parce que vous dites que le PKK kurde en Turquie n'a rien à voir avec cette histoire d'attentat. Il n'a rien à voir pour plein de raisons. La première, c'est que c'est vraiment pas l'intérêt des Kurdes de provoquer les Turcs, qui n'attendent que ça pour les attaquer. Depuis des années, il n'y a pas la moindre opération des Kurdes de Syrie contre les Turcs. Ils s'en gardent bien, je peux vous l'assurer, je l'ai constaté tous les jours. Mais il fallait à Erdogan un prétexte. De la même manière que les Russes ont dit qu'ils allaient aider les Ukrainiens à se débarrasser du nazisme. Dénazifier l'Ukraine, oui. Dénazifier l'Ukraine. Bon, c'est exactement le même principe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le deux poids deux mesures absolu. Nous avons bien fait évidemment de réagir sur l'Ukraine. Nous devrions faire la même chose pour la Syrie du fait de l'attaque turque, et nous ne ferons rien, probablement pour des tas de raisons. Nous pourrions au moins dire que nous refusons cette, comment dirais-je, ce fait accompli devant lequel les Turcs nous mettent, parce que c'est, je le rappelle, une violation de toutes les règles internationales, comme pour l'Ukraine. La Turquie attaque la Syrie. Alors, nous verrons bien dans les jours qui viennent, mais l'annonce ce matin d'Erdogan de dire c'est nous qui déciderons du volume militaire de l'invasion terrestre, bon, voilà, si on ne dit rien. Alors, quand on voit les Russes qui appellent les Turcs à la modération dans l'emploi de la violence, en diplomatie, ça veut dire tu fais ce que tu veux. Alors, quelle nouvelle du front? Parce que vous savez, je sais que vous avez gardé contact. Vous savez, depuis 10 ans, avec mes camarades, même quand je suis pas là-bas, on communique tous les jours. Il y a cette tristesse chez les Kurdes d'avoir été littéralement abandonnés déjà depuis octobre 2019 avec la troisième attaque des Turcs contre eux, qui sont emparés encore d'un morceau du territoire, mais en même temps une sorte de, je dirais pas de résignation, mais de fatalisme un peu. De tranquillité d'âme, dans la certitude qu'ils défendent des valeurs qui méritent d'être défendues et de se battre jusqu'au bout. Alors, il se passe quoi? Il y a eu des bombardements. Enfin, vous avez des résultats. Enfin, des résultats. Mais ils m'ont envoyé ce matin alors, une cinquantaine de chasseurs bombardiers plus de l'artillerie et une vingtaine de drones sont intervenus pour frapper donc sur les 800 km des grands silos à grains dans une certaine région. Ça ajoute au fait de la guerre de l'eau que mènent les Turcs contre les Kurdes depuis déjà un bon moment. Affamés, assoiffés, tout ce que l'on veut. Des centrales électriques. Ça rappelle les Russes tapant en Ukraine pour que l'hiver soit le plus terrible possible pour la population. Un hôpital pour enfants en construction à Kobané. Et puis diverses cibles, diverses et variées. Parce qu'il n'y a pas sur ces 30 km de la frontière de troupes kurdes. Qui ont respecté les accords du cessez-le-feu de 2019 en disant si on n'est pas attaqué, non, et donc toutes les preuves tangibles sont là pour montrer que l'agresseur est bien la Turquie et non pas se défendant du terrorisme kurde. Quand on entend le terrorisme kurde, quand vous comme moi avez vécu pendant ces 10 années toute la campagne militaire qui s'est passée, c'est dire que pour noyer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est une manipulation, une désinformation comme on en voit tant, absolue. Voilà. Donc, à nous, au moins pour nos intérêts sécuritaires, de ne pas laisser remonter la totalité de Daesh et des islamistes dans cette région, parce que le seul bouclier que nous avons encore, ce sont nos camarades kurdes. Alors, si là, on verra ce qui se passe dans les jours qui viennent, mais s'il n'y a pas de protestation, les Russes ont quand même un peu réagi ce matin en appelant à la modération de la violence. Enfin, bon, en langage diplomatique, on sait ce que ça veut dire. Mais sinon, ça va continuer, c'est-à-dire que Erdogan a vraiment l'intention, là, jour après jour, il a l'intention depuis des années, de toute façon, d'éliminer les Kurdes, d'éliminer l'expérience politique des Kurdes dans cette région-là, parce que c'est une expérience démocratique qu'il ne peut pas supporter comme exemple, aussi bien pour la Turquie que le Proche-Orient. Voilà. Donc il l'annonce, il l'a toujours dit. Et c'est la 4e fois qu'il le fait. En 2018, c'était Afrin. Enfin, ce n'est pas la première fois. C'est quelqu'un qui travaille et qui sait ce qu'il veut. Pour être un homme d'État, c'en est un. Dans la face sombre de ce que peut être la politique, bien entendu. Mais il sait ce qu'il fait. Il a de la vision sur le long terme. Et il nous déteste. Et il déteste ce que représentent finalement nos démocraties. C'est un islamiste, c'est un frère musulman, ne l'oublions pas. Et la violence ne lui fait pas peur. Et la manipulation de tous les groupes djihadistes
au début Daesh, puis d'autres, recyclés sous divers noms, mélangés vraiment, comme je le disais tout à l'heure, à des mercenaires syriens de sac et de cordes, c'est quelque chose d'extrêmement détonnant. Là-bas, les Kurdes se préparent de toute façon, comme d'habitude, à l'affrontement direct avec l'armée turque. Mais le déséquilibre des forces est quand même énorme, alors, non le déséquilibre est tel, dans une immense plaine, c'est-à-dire facile à conquérir et difficile à défendre, n'annonce comme en 2019 de grands massacres, évidemment, et sur les populations civiles également. Ouais, c'est assez... Et encore une fois, il y a l'aspect moral. Pourquoi défendons-nous les Ukrainiens, à juste titre, évidemment, et pourquoi ne défendons-nous pas les Kurdes contre les Turcs dans une même configuration politique, mais pas une même configuration, malheureusement, géopolitique. Et ensuite, encore une fois, nos intérêts sécuritaires. Nous avions gagné la grande bataille contre les islamistes et les djihadistes qui avaient provoqué les attentats de masse en France. Nous l'avons gagné, nous avons tout laissé reperdre sous la pression extrêmement dure de M. Erdogan, qui sait ce qu'il veut. Et nous continuons à reculer là-dessus. C'est-à-dire que nous nous retrouverons, si nous ne faisons rien, dans la situation de 2013, 14 et 15, au moment des grands attentats. Écoutez, espérons que justement ce que vous dites sera entendu, et espérons quand même que les puissances occidentales, si elles ont encore envie d'une certaine colonne vertébrale et de leurs intérêts, de nos intérêts, sauront quoi faire. Alors, je voudrais quand même parler de votre dernier livre, de votre plus récent livre, Patrice Franceschi. Ça, c'est le choc des cultures, là. Voilà, oui, non, mais c'est... Mais c'est gentil, merci. Chacun d'entre nous est de plusieurs dimensions, et c'est ça qui est bien. Vous étiez longtemps à Kobané, au Kurdistan, vous avez écrit un dictionnaire amoureux de la Corse, vous avez reçu d'ailleurs très succulent, et puis là, vous sortez Patrouille au Grand Nord chez Grasset. Alors, vous avez rejoint le patrouilleur Fulmar avec quelqu'un qui était sur la Boudeuse, votre navire qui a fait le tour du monde, c'est ça. Bah, ça commence comme ça commence à Saint-Pierre-et-Miquelon, façon crabe-tambour. Ce jeune officier de marine, Sébastien Lemoine, avait été sous mes ordres comme second lieutenant 10 ans plus tôt, détaché par la Marine nationale, et puis il était reparti dans la marine. Je l'avais perdu de vue 10 ans plus tard. Il m'écrit une missive, me tombe comme ça sur mon ordinateur, me disant voilà, qu'il venait de prendre le commandement de ce patrouilleur, qu'il allait mener une mission au-delà du cercle polaire, dans le Grand Nord, vers le Groenland, etc., pour montrer, c'était le but de la mission, que la France s'intéressait à ces régions qui, soudain, à cause du dérèglement climatique, devenaient plus accessibles et donc devenaient des enjeux géopolitiques importants pour les minerais et toutes sortes de choses, et qu'il m'invitait tout simplement à renverser les rôles de 10 ans plus tard et à l'accompagner. Donc je suis embarqué sur le Fulmar, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les longues semaines de navigation et de mission, ça a duré 7 semaines, dans le Grand Nord. Et ça a été une mission extraordinaire parce qu'il y avait... Le Fulmar, c'est le plus petit bateau de guerre français. C'est pas le Charles de Gaulle, mais c'était absolument génial parce qu'un petit équipage, dans la tension de ce qu'est un milieu confiné, le huis clos d'un navire, dans les espaces immenses de liberté dans lesquels nous naviguions, c'était quelque chose d'absolument génial à aborder, à penser, à réfléchir et à vivre. Et alors, évidemment, on a tout connu, les tempêtes au large de Terre-Neuve, la navigation les aurores boréales, bien entendu, et puis et la navigation au milieu des icebergs, et puis la merveille de beauté naturelle que sont les immenses fjords du Groenland et leurs glaciers gigantesques. Et moi qui n'avais encore jamais navigué dans ces espaces au-delà du cercle polaire, je dois dire que ça a été une mission tout à fait passionnante. Et pour le coup, un bol d'oxygène inimaginable. Et un livre à lire, parce que c'est vraiment un livre d'aventure, c'est un livre d'horizon. Et effectivement, vous savez, la vie, c'est ça. Hein. Moi, j'ai dit toujours, n'oublions jamais, je vais être un peu vulgaire, mais les auditeurs comprendront, la vie est un composé indissociable de merde et d'étoiles. Mais il faut regarder les étoiles, mais ne pas être vigilant sur le reste. Et ça, c'est bien ça. Et ça, ce sont nos camarades kurdes. Parce que franchement, c'est le nom qu'on doit leur donner. Après tout ce qu'ils ont fait avec nous et pour nous, sur nos ennemis communs, responsables des attentats de masse en France, et qui aujourd'hui, au-delà de la position difficile dans laquelle ils sont, sont le dernier rempart dans la région contre la remontée des groupes islamistes contre nous. S'ils sont vaincus, ça recommence. Bien entendu, c'est ça l'état des lieux. C'est la raison pour laquelle les Français, comme les Américains, ont gardé un peu de troupes au sol dans la région. Parce qu'ils ont bien compris, après l'abandon des Kurdes d'octobre 2019, que si on laissait vraiment faire les Turcs, on reviendrait à la case départ contre l'islamisme. Seront-ils, surtout les Américains, parce que en fait les cartes sont entre leurs mains, seront-ils encore assez vigilants? Biden sera-t-il encore assez solide pour dire stop
au retour de l'islamisme dans la région ou pas. Ça, c'est L'avenir une nous le question dira. à 3 millions de dollars. Voilà, mais On verra ça. merci de m'avoir invité pour pouvoir en parler de telle sorte que tout cela ne se passe pas dans le silence absolu de la communauté internationale et de la France. Voilà. Merci Patrice Francis. C'est moi qui vous Merci remercie. pour votre témoignage. Et à très vite. Sur Merci. la boudeuse et ailleurs. Merci.